Intraçable. Une émission proposée par C'est une année folle pour l'Arménie et le peuple arménien, avec un bouleversement aussi spectaculaire que pacifique de la vie politique que nous avons vécu au printemps dernier grâce à un homme qui, après des années d'opposition parlementaire et de présence sur le terrain, a tenu ses promesses d'un changement aussi incroyable qu'inattendu de pouvoir. Les 100 jours de gouvernance sont passés et on peut plus facilement, même si pas totalement, faire un premier bilan du style, de la politique, des réalisations du gouvernement Pachinian. Il y a quelques événements marquants que nous reprendrons, comme l'arrestation et la libération de Robert Kocharian et sa déclaration d'un retour à la vie politique, l'immense rassemblement du Premier ministre Nicole Pachinian, place de la République, et ses propos controversés sur la justice transitionnelle, sur la condamnation des responsables du 1er mars 2008, sur la réforme constitutionnelle en vue d'élections législatives anticipées, et sur la place et le rôle du peuple au sens athénéen dans les décisions à prendre, et aussi du Ralapar. Nous parlerons de la lutte contre la corruption, des élections municipales d'Yerevan dans 2 semaines, de la situation économique et des relations internationales, vaste programme, vous me direz, et nous avons souhaité justement ce programme l'aborder et débuter surtout la rentrée d'IPFM avec les représentants de la presse arménienne de France, Arat Oranian, rédacteur en chef des Nouvelles d'Arménie Magazine, et Arut Mardirossian, rédacteur en chef de France Arménie. Nous avons souhaité bien entendu la présence de Giraël Cholakian de Norarach, présence qui n'a pas été possible. Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette rentrée et parlons justement de vos premières impressions sur ce gouvernement, sur cet homme, Nicole Pachinian, qui incarne cette nouvelle vague en Arménie. Il y a eu ce grand rassemblement. Est-ce que les choses, les promesses qu'on a entendues sur la même place en mois d'avril et de mai et les discours au sein du Parlement, est-ce qu'on est sur la même tendance, sur la même voie à la Toranian? Est-ce que il a une ligne claire, cet homme? Je crois que incontestablement il a de la suite dans les idées et je crois qu'il sait où il va. Simplement, on peut pas évacuer le fait qu'il ait été lui-même surpris de la tournure des événements et de la victoire qu'il a obtenue finalement aussi facilement, et du fait que le régime précédent ait craqué aussi facilement aussi. On se souvient que 10 ans auparavant, des manifestations de rue extrêmement massives aussi et par certains côtés un peu violents, avait mal tourné et s'était traduite par la crise que l'on sait le 1er mars 2008. Donc quand on se situe dans l'opposition et qu'on organise un mouvement populaire face à un pouvoir ou à un style de régime qui a déjà utilisé la violence et qui a déjà fait tirer dans la foule, effectivement, il faut avoir beaucoup de courage, de suite dans les idées pour négocier ça et pour réussir à faire tomber ce même régime, de surcroît avec des moyens pacifiques. Donc c'est un homme qui a visiblement appris de ses expériences du passé, qui sait où il va, même s'il a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, probablement surpris par le fait que le régime ait craqué aussi rapidement, comme nous tous d'ailleurs, on a été surpris parce que effectivement, quelque temps auparavant, il semblait vraiment que le régime sarkissian s'installait dans la durée. Il avait remporté assez haut la main finalement les législatives qui s'étaient déroulées 1 an avant, même si on peut dire qu'elles étaient ou elles ont été critiquées, contestées
manifester dans leur légalité. En même temps, elles ont été avalisées par les il faut le dire, par les organismes internationaux et par les observateurs, et je ne sais pas si elle traduisait la volonté ou c'était une photographie du peuple arménien à un moment donné, mais en tous les cas, on n'était pas dans ce raz-de-marée qu'on a connu au mois d'avril dernier. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Oui, on a affaire à un leader exceptionnel. C'est la rencontre entre une personnalité très forte et puis un peuple, une volonté populaire. Ce que les événements ont montré, c'est qu'effectivement, la population, en tous les cas, les élites urbaines et puis plus largement encore, on a vu le mouvement de masse qu'il y a eu, on avait plus que ras-le-bol dans l'ancien régime, qui avait une vraie volonté de changement. L'Arménie aujourd'hui part sur des nouvelles bases. On va pouvoir discuter de tout ça. Peut-être qu'il va y avoir une recomposition totale du champ politique, qu'on va peut-être arriver à un affinement des offres politiques aussi, parce que jusqu'à maintenant on était quand même dans un système un peu binaire entre les gens qui étaient contre le régime, contre la corruption, les gens qui étaient pour le régime précédent. Donc il y a tout un champ politique qui va s'ouvrir, qui est extrêmement intéressant. Bon, quant à l'homme, c'est un militant de longue date. On a fait comme on le sait. Et qui a surpris tout le monde et qui a même surpris son propre camp, puisque quand il a commencé sa marche pour renverser le pouvoir, ses plus proches alliés de la coalition YELK au Parlement n'y croyaient pas et étaient même contre cette stratégie. Donc il y a vraiment quelque chose d'absolument incroyable dans ce qui s'est passé au printemps dernier. Parlons aussi du style. Cet homme, il est assez particulier, surtout si on le prend pas dans un sens européen de la pratique politique, mais dans un sens plutôt arménien comme on y est habitué depuis plus de 20-25 ans. C'est le négatif et le positif entre deux manières de pratiquer la politique. Oui, assurément, beaucoup de choses ont changé, y compris dans le style du personnage. On a affaire à ce qu'on pourrait appeler un homme politique moderne, qui manie la communication comme personne, qui est effectivement le négatif de son prédécesseur, voire même de ses prédécesseurs. On avait affaire à un régime qui ne parlait pas, qui s'exprimait, qui n'émettait aucune empathie, aucune compassion à l'égard du peuple, etc. C'était nous savons et nous vous dirigeons, parce qu'il fallait montrer la force de la direction, etc. Là, on a un personnage qui fait montre d'empathie, qui est capable de prendre une vieille dame dans ses bras, d'aller saluer des soldats au front en les bénissant, etc. Enfin, qui est capable de montrer au peuple que il n'y a pas de différence entre lui et le peuple, et qui est capable de galvaniser, d'avoir un vrai personnage charismatique. Comme dit Alas, c'est effectivement la rencontre entre un personnage charismatique et un peuple, et un moment donné, parce qu'il faut pas oublier le moment donné. Et donc voilà, on a une méthode de communication complètement différente. On a quasiment une surcommunication quotidienne où auparavant, Ara peut en témoigner, obtenir une interview du président ou du Premier ministre, c'était pour nous journalistes la croix et la bannière. Il fallait attendre, demander à Rachel, etc., jusqu'à ce que finalement, sur un mandat, peut-être on avait une interview de temps en temps. Mais aujourd'hui encore, il n'y a pas beaucoup d'interviews, mais il y a beaucoup de live sur Facebook. Et donc il y a une méthode de communication complètement différente, où sur n'importe quel sujet, si on veut savoir son opinion, on peut retrouver, au travers de ces lives, c'est quasiment une chronique quotidienne de ce qui se passe, de commentateurs. Il reste un journaliste dans l'âme. Il ne faut pas oublier qu'il vient du monde du journalisme, il était un des personnages importants de Aghadan Jamanal. Donc on peut garder l'espoir, quoi. On a l'espoir. On voit que les journalistes souvent sont amenés à jouer un rôle important. Mais il y avait Rondink également, dans Diaspora. Alors parlons de Robert Kotcharian. C'est quand même le fait le plus marquant de ces dernières semaines. Mais nous allons aborder bien sûr des sujets de fond. Ça l'est aussi parce qu'on parle d'un ancien président de la République. Pendant 10 années, il était silencieux. De temps en temps, il faisait des déclarations pour
probablement critiqué ici et là la politique économique de Serge Sarkian, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et là, il parle d'un retour à la vie politique. Est-ce que c'est une manœuvre politicienne ou je dirais même judiciaire pour mettre la pression et avoir un appui populaire dans sa lutte judiciaire justement, ou est-ce que c'est une vraie envie de retour à la vie politique? Vous le disiez à la Toragnan, la donne politique a changé, le champ va changer. Est-ce que c'est une vraie volonté de revenir ou c'est une manière d'échapper à la justice avec le soutien populaire? J'ai l'impression que Robert Kotcharian, y compris sous le règne de Serge Sarkissian, n'a jamais fait montre d'une vraie volonté de prendre définitivement sa retraite. Enfin, ses apparitions épisodiques montraient qu'il se tenait toujours plus ou moins en réserve et en alternative. Et les critiques qu'il n'a pas manqué de faire effectivement sur le plan économique depuis des années rendaient crédible cet état d'esprit. Maintenant, ça me paraît un petit peu surréaliste parce que j'ai l'impression quand même que Robert Kotcharian est l'homme le plus politique, un des hommes les plus détestés d'Arménie. Il n'a pas laissé de très bons souvenirs. En particulier, effectivement, il y a l'affaire du 1er mars 2008 qui entache véritablement son parcours. Il y a eu aussi des épisodes calamiteux comme l'affaire du pape Lavoc, où ces gardes du corps se sont tués, se sont acharnés sur un homme qui avait eu le malheur de l'appeler Robert. Bon, Rob, il incarne le triomphe de l'oligarchie pendant ces 25 ans d'année de l'Arménie, et en plus de ça, un régime extrêmement autoritaire qui était parti sur des autres bases, mais qui est devenu et qui s'est transformé et qui est devenu extrêmement autoritaire, avec notamment toute une série d'attaques, d'agressions contre des journalistes, une espèce et l'attaque du terreur. Parlement. Alors, même si on l'accuse pas, Robert Kotcharian, mais ça a eu lieu pendant sa présidence. Donc c'est un règne qui a été marqué par la violence, etc. Bon, alors on dit il y a eu une croissance à 2 chiffres, il y a eu un essor économique de l'Arménie, peut-être, mais c'est aussi pendant cette période où il y a eu les plus grands départs, et on n'est pas certain que cette croissance elle ait profité à tout le monde. Donc voilà. Au niveau des départs, il l'a contesté, il a des chiffres contraires. Il dit c'est sous mon règne qu'il y a eu un retour plutôt, des indices plutôt positifs de l'émigration. Enfin, c'était quand même le règne de la statistique truquée et des trucs. Enfin moi, c'est la perception que j'en ai. C'est qu'on en a eu en suivant les événements au cours de ces dernières années. On en a été d'autant plus déçus qu'il était arrivé avec des intentions tout à fait différentes. C'est pas lui qui effectivement a inventé la corruption qui préexistait et qui a commencé à être instaurée sous le régime précédent. C'est pas lui non plus qui a inventé les atteintes aux libertés, puisqu'elles ont également commencé sous le régime précédent. Et avec sa venue, qui est intervenue après également des élections truquées en 96 qui ont eu lieu sous le régime précédent, on était en droit d'espérer peut-être une autre Arménie sur une autre base, et ça avait effectivement commencé par la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques, ceux en l'occurrence du parti d'Ashlak. En fait, ça a très vite ensuite, de mon point de vue en tout cas, dégénéré et allé en s'empirant du point de vue des libertés et du point de vue de la démocratie jusqu'à l'affaire du 1er mars 2008. Donc je ne crois pas que ce Robert Kotcharian, qui est en plus soupçonné d'un enrichissement personnel hors norme, puisqu'on parle, il y a eu à l'époque alors je sais pas, il y a eu des propos probablement, des articles probablement exagérés dans la presse russe, où on évoquait à son propos une fortune qu'il aurait construite autour de 4 milliards de dollars. Lui, il dit j'ai pas 4 milliards. Oui, non, il dit pas combien j'ai. Il dit il y a pas 4 milliards, moi je sais pas combien il a, j'entends des rumeurs, on parle en tous les cas, ça se chiffre en tous les cas plutôt en centaines de millions, ce qui est de toute manière totalement énorme, compte tenu d'un budget de l'Arménie qui est aujourd'hui à 8 ou 10 milliards de dollars par an d'un PIB de l'Arménie. Donc, vous voyez, c'est l'équivalent, sa fortune, c'est au moins l'équivalent. D'après là aussi, il faudrait faire une vraie enquête. Il faudrait qu'on ait les moyens de faire une vraie enquête. Mais c'est presque l'équivalent d'un budget de la défense annuel de l'Arménie, apparemment. Donc il y a quelque chose qui est scandaleux, donc je crois pas, et ça tout le monde le sait en Arménie, en tous les cas la rumeur court,
Et le personnage, je crois il incarne tout ce qu'on veut aujourd'hui combattre, éviter, dépasser, ce à quoi on peut en finir. Alors justement, sur l'affaire judiciaire, l'aspect judiciaire, arrêter un ancien président de la République, est-ce que vous estimez que, parce qu'on a parlé de l'immunité du président, qu'en est-il en réalité? Il y a un vrai débat sur le sujet. Il y en a qui disent l'immunité s'impose à lui, d'autres qui disent pas dans ce cas-là. Et puis là, aujourd'hui, on lui retient le passeport pour ne pas le laisser partir à l'étranger parce qu'on craint, comme pour Michael Haroutunian probablement, l'ancien chef des armées en 2008, qui est aujourd'hui en Russie et qui a un passeport russe, et la Russie interdit son extradition vers l'Arménie parce qu'il est citoyen russe en même temps. Donc, qu'en est-il de l'aspect judiciaire sur ce volet, Kocharyan? Juste avant l'aspect judiciaire, je voudrais prolonger un peu l'analyse d'Ara, que je partage globalement, effectivement. C'est Robert Kocharyan, s'il revient à la vie politique, il faut qu'on puisse analyser ça politiquement et froidement. Je pense qu'il bénéficie aussi, dans ce cadre-là, d'un vide politique laissé dans le camp de ce qu'on pourrait appeler les ex-républicains, qui est celui qui était au pouvoir jusque-là. Et Serge Sarkissian est en dehors du sujet. Et d'ailleurs, Robert Kocharyan, dans son retour en politique, n'a pas manqué de crucifier, s'il le fallait encore, Serge Sarkissian en disant que sa plus grande erreur, ça a été de vouloir être Premier ministre alors qu'il avait été président. Sa plus grande erreur, il a commis beaucoup d'erreurs, et notamment le changement de la Constitution. Il aurait jamais dû changer la Constitution et mettre une Constitution parlementaire. Il a dû rester sur une Constitution présidentielle qui garantissait que il puisse garder le pouvoir, etc. À la limite, il aurait pu enlever le fait de ne pas pouvoir se représenter, mais voilà. Et donc Robert Kocharyan bénéficie là-dessus. Karen Khatchadourian, lui aussi, est hors course désormais, et il n'y a pas vraiment de leader qui est Karapetian, pardon. L'ancien Premier ministre est hors jeu, et donc Robert Kocharyan bénéficie là d'un vide. Il n'y a pas de leader qui se manifeste ici. On voit bien que Arab Abloyan a fait quelques interventions pour essayer de recadrer quand on arrive un peu aux frontières d'un certain nombre de fonctionnements des institutions, président du Parlement, mais Arab Abloyan manifestement n'incarne pas le futur, et il y a quelque chose comme ça, donc de se dire je peux être un recours pour un certain nombre de personnes qui ont des convictions dans ce camp-là, et c'est aussi un des moteurs de ça. Maintenant, sur le plan judiciaire, moi je suis pas un spécialiste des lois judiciaires arméniennes, donc je laisse ça, on suit les procès, on suit les événements. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le fait qu'un ancien président de la République puisse être incarcéré même pendant 15 jours, c'est un événement politique considérable. C'est-à-dire que là, on a franchi un pas. Je rappellerai que même dans les pires moments, justement au moment de 2008, Levon Ter-Petrosyan n'a jamais passé une nuit en prison. Il était assigné à résidence, etc. Mais il n'a pas passé une seule nuit en prison. Et on est là face à un événement politique quand même assez considérable. Donc ça, il faut le faire. Et on ne peut pas croire que cette incarcération puisse se faire sans aucun élément qui puisse justifier cette arrestation. Parce que on se dit, on est quand même, on va pas aller vers un fiasco judiciaire complet, et que s'ils font ça, c'est quand même qu'ils ont un certain nombre de billes. Et je rappelle quand même que ce qui est mis en cause, c'est il est accusé notamment de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel, et c'est aussi pour voir quel est son niveau de participation dans les événements du 1er mars 2008. Vous, votre analyse, c'est qu'il y a des éléments en tous les cas, en tous les cas, le procureur a jugé qu'il y avait un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, ensuite, la Cour d'appel a dit
a balayé ces éléments en disant non, c'est pas les éléments qui sont balayés, c'est justement le droit à l'immunité. C'est le droit à l'immunité, mais parce que c'est un principe, là aussi, c'est un principe fondateur du droit international. C'est-à-dire que on l'a vu avec un certain nombre d'autres présidents de la République, que quand ils prennent des décisions, y compris, par exemple, dans le cadre de sa fonction, dans le cadre de la fonction, y compris des meurtres ciblés, on pourrait pas imaginer que quelqu'un vienne faire un procès à Barack Obama pour avoir assassiné Ben Laden. Et alors que tout le monde sait très bien que c'est les États-Unis qui ont donné l'ordre d'assassiner un. Oui, mais il a pas assassiné son propre peuple. Non, même mais si je c'est pas un veux pas dire qu'il l'a fait. Mais ça veut dire que tous les actes que l'on commet dans le cadre de sa fonction de président, on a une forme d'immunité. Ce droit international-là est remis en cause par tout un certain nombre de défenseurs des droits de l'homme, il faut le savoir, qui considèrent que non, justement, un chef d'État, y compris un chef d'État, doit pouvoir être responsable de ses actes et doit pouvoir être poursuivi, y compris après la fin de son mandat, pour les actes qui ont pu être commis au nom de l'État. Mais là, ils sont plus malins parce qu'ils parlent d'atteinte à l'ordre constitutionnel et ils ne parlent pas directement d'assassinat dans le cadre de ces affaires judiciaires. Voilà. Non, moi, ce qui m'a choqué, si vous voulez, en tenant compte de tout ce que j'ai pu dire précédemment et de mon appréciation sur l'itinéraire et ce qu'incarnait Robert Kotcharian. Mais quand même, ce qui m'a un peu choqué dans cette affaire, c'est la mesure d'incarcération, de détention provisoire. De détention provisoire, qui est quand même en droit quand même une mesure d'exception, qui est généralement prise pour prévenir la possibilité pour l'inculpé de fuite. Or, on était dans une configuration là où Robert Kotcharian, qui peut avoir beaucoup de défauts, mais en tous les cas, qui a montré là qu'il avait quand même un certain sens de l'État et des responsabilités, et voire de courage, est venu de l'étranger et s'est présenté devant la justice, en sachant, en toute connaissance de cause, combien il était détesté dans le pays et combien les nouvelles autorités voulaient en découdre avec lui. Et compte tenu du fait qu'il s'est présenté spontanément, qu'il a fait le voyage, qu'il est allé en Arménie, je crois que vraiment le risque de fuite n'existait pas, ou en tous les cas était mal fondé. Et c'est pour ça que j'ai exprimé, j'ai fait un petit article là-dessus. Pourquoi? Non pas pour une quelconque sympathie envers Robert Kotcharian, mais si vous voulez, il faut aussi que nous-mêmes on batte un peu notre coulpe. Et on a été à chaque fois suffisamment, parfois trop complaisant avec des régimes précédents, que ce soit celui de Der Petrosian, celui de Kotcharian, celui de Sarkissian, sur un certain nombre d'affaires, pour ne pas l'être maintenant on part vraiment sur des nouvelles bases. Or, il faut respecter le droit. C'est-à-dire que si on veut vraiment partir sur des nouvelles bases, il faut que les autorités qui se réclament d'une certaine vertu politique appliquent cette vertu politique. Et je pense qu'il faut les rappeler à cette nécessité-là. Après, on n'est pas juge, on ne sait pas, on peut pas prédéterminer la suite des événements. Il est certain qu'il y a un dossier qui est assez lourd concernant Robert Kotcharian, donc qui incarne beaucoup de choses. Il y a aussi un autre aspect sur lequel moi je m'interroge, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est celui de son enrichissement personnel. Et là, je crois qu'il y aurait véritablement, pour le coup, parce que ça ne concerne pas l'exercice de ses fonctions, il s'est pas enrichi dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire qu'il a peut-être maintenu l'ordre, si je peux dire, entre guillemets, dans l'exercice de ses fonctions, mais l'enrichissement personnel, non. Et sauf à considérer que les rétrocommissions, les parts d'intérêt, etc., enfin tout ce qu'on peut imaginer, rentrent dans l'exercice, rentrent dans les fonctions d'un président de la République, ce que je ne crois pas. Donc là, il y a véritablement, à mon sens, une vraie enquête à mener. Il y a probablement un angle d'attaque, et en plus de ça, en dehors de la volonté que je peux comprendre d'assainir la situation, de régler des comptes, il y a une possibilité aussi, peut-être,
de faire rentrer de l'argent, parce que ce sont aussi des sommes qui sont Alors, considérables. Justement, avant de parler de la lutte contre la corruption, juste sur ce point de vue-là, et puis en dehors de ça, c'est aussi peut-être après, il faut aussi aller de l'avant. Je veux dire que c'est bien de regarder le passé, mais il faut aller de l'avant. Juste sur ce respect de l'état de droit, il n'y a pas que les analystes éditorialistes qui ont pu exprimer cette position. Je veux dire, en Arménie même, des personnages très respectés, qu'on ne peut pas qualifier d'être des gens qui étaient proches de Robert Kocharian, des gens comme Vasken Manoukian, des gens comme Parul Arikian, qui est quand même des gens qui ont incarné l'indépendance et la volonté de construire cet État, ont indiqué que pour eux, il y avait un non-respect de l'état de droit par cette méthode. Donc après, il y a un certain nombre de partis politiques, dont la FRA, etc., qui ont pas condamné, qui ont juste mis en garde. Et là où je rejoins Ara complètement, c'est que si on cherche des poux, et il faut les chercher chez tout le monde, y compris pour les élections, si on parle de renversement de l'ordre constitutionnel, il faut peut-être aussi parler de renversement de l'ordre constitutionnel lors des élections de 1996, où là il y avait que 2 candidats, mais Vasken Manoukian faisait face à Levon Petrosian, où on peut penser que les élections étaient largement truquées. Il y a eu aussi également des chars dans la rue. Et des chars dans la rue. Oui. Alors je sais plus. Mais même en 2008 à Haute-Mardiosian, là on parle de Robert Kocharian et son staff, mais on peut très bien facilement aussi mettre la responsabilité sur l'autre camp de Levon Petrosian, qui ont créé une atmosphère qui a provoqué cet état de fait dans la rue. Donc ça aussi, ce sont des choses qui restent, comme Alain le disait tout à l'heure, le dossier est très lourd pour qu'on en parle. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres sujets, et moi j'y mets l'affaire du pape Lavoc, je la mets en haut de la liste. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut aller chercher Robert Kocharian, à mon sens, et là-dessus, il faut simplement, pour que ce régime, le nouveau régime, puisqu'on parle de celui-ci, continue à avoir sa crédibilité, y compris à l'international, y compris auprès des autres pays là-dessus, il faut qu'il applique les règles de l'état de droit. Alors justement, pour clore ce dossier, juste un mot sur les déclarations de Lavrov concernant la situation interne de l'Arménie, même s'il dit je veux pas me mêler de vos affaires intérieures, mais quand même la situation est explosive et Nicole Pachinian aujourd'hui est au Kremlin, il rencontre Poutine. Ils vont discuter de relations bilatérales, mais on a vu que Poutine a téléphoné à Robert Kocharian à l'occasion de son anniversaire, et comme on le disait dans nos journaux, jamais un tel coup de fil a été médiatisé. Quel est le sens de ces quelques propos? La question qui a médiatisé? Bon. Là, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais on touche à la dimension internationale de tous ces événements. Vous savez, ce qui est très clair, c'est que cette révolution de velours, elle a obéi à des causes endogènes pour l'Arménie. Savoir que c'est vraiment la population qui en avait ras-le-bol, qui voulait changer, etc. On l'a vu, ça ne fait aucun doute. Pour autant, on peut pas faire abstraction de la donne stratégique. Il y a une donne stratégique évidemment dans cette affaire parce que on est dans un monde où il y a une forme de guerre froide larvée entre la Russie et les États-Unis, bien entendu. On sait que les États-Unis essayent de porter des coups depuis un certain nombre d'années, que la Russie rend d'ailleurs comme elle peut de son côté à l'hégémonie russe dans la sphère de l'ex-Union soviétique. Que dans ce cadre, il y a eu un certain nombre de révolutions de couleurs qui ont été plus ou moins organisées de longue main par les États-Unis, notamment par l'entremise du soft power américain, à savoir de son emprise idéologique qui passe par un certain nombre d'ONG. Et on sait que ces ONG, ces organisations non gouvernementales, notamment les Soros et compagnie, ont énormément investi en Arménie. Plus que partout ailleurs dans les pays de l'ex-Union soviétique, beaucoup plus qu'en Azerbaïdjan par exemple. Donc, alors que je ne pense pas que la situation des droits de l'homme en Arménie était plus catastrophique qu'en Azerbaïdjan, loin s'en faut par exemple. Donc il y a évidemment du point de vue russe, dans ces événements, d'une manière générale, ils voient mal ils vivent mal les tentatives de déstabilisation dans leur ex-espace vital, et ils voient forcément dans ce qui s'est passé en Arménie
la main quelque part des Américains. Et de fait, c'est pas un secret, hein, c'est sur Internet, pour regarder, c'est ouvert. George Soros a investi pas loin sur ces 20 dernières années, 50 millions d'euros en Arménie, ce qui est colossal pour un pays comme celui-là. Il a 22 permanents. Tous les journaux d'opposition arméniens, toutes les organisations de défense internationale sont financés à hauteur de plusieurs dizaines de millions, plusieurs dizaines de milliers de dollars chacune, ce qui est énorme, là encore, à l'échelle de l'Arménie, par des ONG américaines. Donc évidemment, du point de vue russe, on s'interroge. Et d'où, probablement, la volonté de Nicole Pachinian de rentrer dans une espèce de surenchère pro-russe en essayant de rassurer au maximum Poutine sur ses intentions. D'autant plus que lui-même, il a quand même un background relativement anti-russe. Il s'était prononcé, en particulier quand il était dans l'opposition contre l'intégration de l'Arménie dans l'Union eurasienne. Son entourage, et en particulier les associations, les organisations politiques qui sont avec lui dans l'Alliance Yelk, sont connus pour leur tropisme pro-occidental et pour pas dire carrément pro-américain. Donc évidemment, les Russes, on ressent à travers les déclarations de Lavrov, le coup de fil de Poutine à Kocharian, une forme d'agacement de la Turquie, d'inquiétude en tout cas, par rapport aux événements de la Russie, de la Russie par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler en Arménie. Oui, c'est clair. Je pense qu'il y a une forme de montée des enchères. Nicole Pachinian a pris la précaution dès le début de son arrivée au pouvoir et même avant, dans la période où il était candidat à devenir Premier ministre, à rassurer en disant que rien ne changera sur le plan de la politique internationale, que la Russie restera toujours l'allié stratégique de l'Arménie. Donc tout ça, et il le redit régulièrement, il le réaffirme régulièrement. Je crois qu'aujourd'hui c'est la 3e fois qu'il se rend en Russie pour discuter avec Vladimir Poutine. Donc c'est dire que les fois précédentes c'était aussi dans d'autres cadres. Oui, mais de réunions des dirigeants. Ça montre, c'est quand même symbolique. Je veux dire, il n'a pas encore été. Il s'est rendu une fois au sommet de l'OTAN, mais il y a quand même un prisme là-dessus. Mais il veut rassurer. Il n'y a pas de raison que, effectivement, ça fait partie. Mais il faut quelque part s'en réjouir. C'est-à-dire, s'il avait eu une position anti-russe farouche, on l'aurait critiqué de toutes parts pour sa immaturité politique qu'il aurait exprimée. Là, il fait sans faute à l'égard de la Russie, au moins par l'expression. Après, on verra sur le terrain politique. Sans faute, c'est à son niveau, oui. Il faut faire effectivement attention. Il n'y a pas que lui, il y a aussi son entourage, un certain nombre d'autres forces qui militent au sein du pays. Je trouve que vous avez parlé de Lavrov, mais je trouve que les déclarations de l'ambassadeur américain en Arménie, qui vient un peu balancer un peu d'huile sur le feu, et là-dessus sur les événements du 1er mars, oui. Sur les événements du 1er mars, c'est un peu c'était pas son rôle à lui lui aussi d'interférer. Quand les journalistes l'interrogent, il doit répondre en même temps. Les diplomates savent parfaitement répondre sans répondre. Donc là, le fait qu'il prend parti, etc. Il y a aussi une forme d'interventionnisme qui est peut-être et qui donne du grain à moudre. Si vous voulez, ça donne du grain à moudre de l'autre côté aussi. C'est-à-dire se dire, oui, effectivement, tout ça est poussé par les États-Unis, tout ça est organisé par les États-Unis, et donc ça nécessite de la part du pouvoir de donner des gages de plus en plus forts, et là-dessus, alors, puisqu'on a abordé les questions internationales, parlons de la question du Rallapart. Dans ce cadre-là, le discours de Nicole Pachinian, à chaque fois, même sur la place de la République, pour dire que si l'Azerbaïdjan ose nous provoquer, il aura la riposte la plus dure. Il l'a dit dans son dernier live il y a quelques jours sur Facebook, encore une fois. Il l'a dit également dans une interview donnée au journal de l'armée. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et il dit l'Artsakh doit lui-même participer aux négociations. Donc il fait plus que le pouvoir
précédent, et surtout il ajoute ne nous accusez pas de vouloir donner des territoires parce que c'est vous qui avez négocié autour de la question des concessions territoriales, pas moi pour l'instant, et surtout si j'ai une décision à prendre, je la prendrai avec le peuple, en consultant le peuple. Donc sur ce volet-là, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Est-ce que pour l'instant tout ça c'est des paroles? Est-ce qu'il y a des signaux qui disent que le contraire peut arriver? Autre chose qu'on peut ajouter à ce que vous venez de dire, c'est le fait que son propre fils est parti faire son service militaire au Karabakh sur le front, comme c'est normal, mais ce qui n'était pas forcément dans la coutume des personnalités de la défense, des personnalités politiques précédentes. Donc c'est un signal qui est un signal fort. Il met également le doigt, en prenant cette attitude, sur les contradictions et les faiblesses des régimes précédents, d'ailleurs à commencer par celui de Kotcharyan, sur la question du Karabakh ou de l'Artsakh, où on faisait d'un côté une espèce on avait une posture apparente de fermeté, mais dans les négociations, c'est Kotcharyan qui a le premier fait en sorte que l'Arménie prenne la place du Haut-Karabakh et se substitue au Haut-Karabakh dans le système des négociations à l'époque. Donc, en rappelant le rôle que doit jouer l'Artsakh dans la négociation actuelle, Pachinian met quelque part les pendules à l'heure sur cette question-là. Maintenant, là où je suis un peu plus circonspect, c'est quand il dit que les questions doivent se régler sur la place de la République, dans l'Agora. Moi, je pense pas que la question du Karabakh, et de l'Artsakh, elle puisse se régler sur la place de la République. Et attention à une forme de dérapage et de démagogie à ce niveau-là. Quant à ses intentions... Si vous permettez, Antonio, juste pour la précision, il avait annoncé qu'il ne prendrait pas de décision sans avoir consulté le peuple. C'est pas le peuple qui décidera, mais il ne prendra pas sa dernière décision, comme l'a fait Serge Sarkisian le 3 septembre 2013, quand il a rejoint l'Union eurasiatique dans la nuit, sans consulter qui que ce soit. Donc il dit, je ferai pas la même chose. C'est dans cet esprit-là, peut-être qu'il faut entendre son discours. Oui, mais enfin bon, on peut espérer quand même que l'Arménie a droit de devenir à un moment donné une vraie démocratie représentative, surtout quand elle est dotée d'un régime parlementaire, que le Parlement joue son rôle, même si aujourd'hui le Parlement ne correspond pas au paysage politique réel de l'Arménie, et donc c'est aussi une question dont il faudra parler, de savoir des nouvelles élections. Attention, alors je comprends bien, aujourd'hui, Pachinian est obligé de jouer le peuple, qu'il a d'ailleurs, entre guillemets, le peuple, entre guillemets, parce que ce sont quand même quelques dizaines de milliers de personnes, il y a eu 50 000 ou 100 000 personnes, c'est pas quand même pas toute la population de l'Arménie, mais enfin, il est obligé de jouer le peuple et la rue contre le Parlement, parce que c'est le peuple et la rue qui l'a porté au pouvoir, et le Parlement, il est issu d'élections contestées, de l'ancien régime, etc. Donc, je comprends bien, mais en même temps, on est en droit de dire attention, en tous les cas d'émettre quelques inquiétudes sur les risques liés à ce type de pratique du pouvoir. Ça peut pas, en particulier sur les questions de défense nationale, ça peut pas se jouer sur la place de la République. Mais je pense qu'il y a eu une ambiguïté dans la compréhension de ces discours, parce que beaucoup de gens ont considéré qu'il voulait venir sur la place de la République, demander aux gens de lever la main, alors que très clairement il a parlé de l'institution je fais une traduction simple de l'arménien, du référendum, c'est-à-dire le système référendaire qui s'installe dans le pays, et à chaque fois qu'on a besoin de consulter le peuple, il a dit sur le plan local, régional que national, et même sur les questions internationales, je consulterai le peuple via des référendums. Et là, il y a eu une mauvaise interprétation entre le référendum et lever la main sur la place de la République. Il a quand même parlé de l'agora et de la démocratie grecque. Enfin bon, c'était un peu imagé pour. Et un certain nombre de ses conseillers, ou en tous les cas des très proches, se sont empressés derrière justement d'aller dans les chaînes de télé pour dire oui, effectivement, nous réunirons les gens sur la place de la République et nous leur demanderons leur avis, savoir s'ils veulent ou s'ils veulent pas. Donc il y a peut-être eu aussi, on peut mettre ça sur le problème de communication, mais là-dessus. Mais pour revenir à la question de l'Artsakh, moi je dirais que pour l'instant,
Nicole Pachinian, il est il n'y a rien de neuf sous le soleil arménien. La position de l'Arménie a toujours été que certes c'est nous qui négocions, mais ce serait mieux que ce soit les représentants du Haut-Karabakh qui négocient. La discussion diplomatique porte toujours sur les mêmes questions du droit à l'autodétermination du peuple de l'Artsakh, etc. Et de l'autre côté, il faudrait que vous nous rendiez d'abord un certain nombre de territoires, les fameuses 5 ou 7 régions bordant qui font le tour, etc. Avec à terme un référendum d'autodétermination et autres, et dans quelles conditions ce référendum se tiendrait, etc. Je dirais que toutes ces questions-là, elles sont sur la table, et que je pense que de toute façon, elles sont aujourd'hui bloquées. Et pourquoi elles sont bloquées ? Parce que justement, aujourd'hui, ce qu'attendent les Européens, c'est que ce soit un pouvoir qui a la légitimité populaire qui puisse prendre ce type de décision. Or, ça veut dire qu'il faut faire des élections. Et les différents membres du groupe de Minsk poussent à ce que les élections se passent le plus rapidement possible, et que si c'est Nicole Pachinian qui gagne les élections, ce sera très bien, mais à partir de là, ce sera à lui de prendre la décision. Et vous savez, on sait aussi très bien que, par exemple, l'organisation d'un référendum, ça demande un minimum de temps de campagne pour que les gens puissent comprendre quels sont les enjeux du oui, quels sont les enjeux du non. Or, que ce soit dans la décision de mettre en place les protocoles arméno-turcs, ou que ce soit dans la décision de rejoindre l'Union eurasiatique, puis etc., on sait très bien, c'est que les autres pays ne donnent pas le temps à l'Arménie. Il faut qu'il donne le temps, parce que si le peuple est souverain, il doit s'exprimer. Si le référendum doit s'installer, c'est sûr que c'est mieux avec une dictature à la mode azérie où c'est tout Aliyev qui décide. Mais voilà. Mais c'est ironique de ma part. Il faut maintenant, la nouveauté aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on prononce une phrase ironique, il faut qu'on précise que c'est de l'ironie, parce que souvent on est bien repris au premier degré. Alatoranian. Donc, je croyais que vous vouliez ajouter quelque chose. Passons à un autre sujet qui est aussi sensible, c'est la question des prisonniers politiques. On a vu que Pachinian l'avait annoncé, et même quand il était député, que dans ce pays, il ne doit pas plus y avoir de prisonniers politiques. Alors, la conception, la définition de prisonniers politiques, on ne va pas rentrer là-dedans, mais on sait qu'il y a des gens comme l'équipe, j'allais dire, de Chantal Arutunian, qui sont là, parce que c'est vrai qu'il y a eu une provocation, ils avaient des bâtons dans les mains, mais ils ont pris 6 ans, il y en a qui ont été libérés, une libération conditionnelle, et lui, il est toujours en prison. Il y a ce cas-là, et puis il y a le cas des hommes armés de Sas-Nazaret qui ont fait une vraie opération armée. Il y a eu 3 policiers morts, pas forcément à cause d'eux ou par eux, mais 3 policiers morts. Et donc, comment se fait-il que ces gens-là se font libérer? Là encore se pose la question du système judiciaire et l'interventionnisme dont se défend Nicole Pachinian, probable en tout cas, pour libérer ces gens-là. À la Tourignon. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait des prisonniers politiques en Arménie. Pas beaucoup, mais effectivement, quelques-uns, peut-être 7, 8, une dizaine maximum. En tous les cas, c'était de trop. Et en particulier, en effet, Chantal Arutunian, des personnes qui ont commis, peut-être qui ne sont pas forcément des prisonniers d'opinion, mais parce qu'ils ont commis des délits, mais qui ont été condamnés de manière totalement disproportionnée par rapport aux actes qui sont censés avoir commis. Donc il y avait lui, il y avait aussi le vétéran là, je me souviens plus de son nom, des anciens combattants qui avaient été condamnés pour corruption. Vladimir Avédician. Je me souviens plus de son nom. Il y en a quelques autres. Il y en avait un autre qui avait tiré avec un pistolet à gaz et qui avait été condamné à 10 ans de réclusion, ce qui est complètement, qui avait été
alors qu'il avait tiré avec un pistolet à gaz ou à air comprimé, en tous les cas inoffensif, en direction d'un policier, 10 ans de prison. Donc c'était visiblement, manifestement trop. Il y avait aussi un certain nombre de prisonniers comme ce jeune homme là qui avait été condamné Safarian en détention préventive après une altercation très contestée avec des forces de police au moment du 1er janvier. Il a été libéré. Bon, lui, il a été libéré. Donc, il y avait des prisonniers politiques. On sait qu'il y avait aussi un système juridique qui était aux ordres en Arménie. Ça a été dit. On en a souvent parlé même autour de cette table. Donc, il est normal qu'à la faveur du nouveau régime, on attend que ça aille plus loin et que personnellement, que ça s'applique également à Chantarotounian, qu'il y a un certain nombre de libérations. Et il faut remettre tout ça à plat. Il faut remettre tout ça à plat, qu'on reparte sur des bases saines, et ces cas-là, ils doivent être réglés. Mais qui va libérer Chantarotounian? Eh ben, écoutez, il faut qu'on prenne, parce que tous ses copains sont libérés. Oui, c'est là que dans le discours de Nicole Pachinian sur la place de la République, qu'on doit introduire ce qui s'appelle la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est ce qui a été mis en place en Afrique du Sud du temps à la fin de l'apartheid, avec l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela, ce qu'on a appelé les commissions vérité et réconciliation, qui était de dire on prend tous les cas de figure un peu bizarroïdes s'étaient produits dans sous l'ancien régime, et on va essayer d'y trouver une solution juste qui, en réexaminant les cas, etc., et en essayant de trouver une solution adaptée. Dans certains cas de figure, dans la commission réconciliation et vérité, les personnes qui étaient en prison sont restées en prison avec des peines peut-être un peu moindres, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas gommé, ça n'a pas été tout à coup on libère tout le monde et on va condamner les autres. Mais là, il y a une amnistie qui se prépare à l'occasion du 100e anniversaire de la République. Nicole Pachinian veut amnistier beaucoup de... Tant qu'on fonctionnera sous le principe de l'amnistie du droit divin, c'est-à-dire de dire c'est moi qui décide et vous me devez votre liberté, on n'est pas dans ce système de justice transitionnelle. On est dans un système où c'est quelqu'un qui dit que le bon droit, etc. C'est la grâce présidentielle, c'est la grâce. On n'est pas dans le principe du droit là-dessus. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une justice transitionnelle, mais il faut faire attention que, et je suis d'accord que en Arménie, moi, oui, si on considère que des peines disproportionnées à l'égard de personnes qui ont commis des délits sont des prisonniers politiques, je suis d'accord. À ce moment-là, effectivement, il y a un très faible nombre. Et je voudrais rappeler que aussi la situation de l'Arménie est complètement différente des pays voisins où là, on emprisonne pour n'importe quoi, sans même parfois avoir fait de choses. Mais à contrario, ce qui était aussi choquant, c'était qu'un certain nombre de personnes, je rappelle le major Avedian, je rappelle le pape Lavoc, je rappelle le préfet du Sunnik, etc., qui ont commis des actes violents également, le major Avedian qui est mort, etc. Eux, les personnes qui ont commis ces actes ont été condamnés, mais à des peines relativement faibles, et pour la plupart sont déjà dehors, alors même que les choses. Donc, il faut pas non plus que cette justice transitionnelle soit comprise. C'est ce que je mets dans mon édito, soit comprise comme une justice d'exception. Or là encore, je ne crois pas que ce soit l'idée de Nicole Pachinian, mais dans la perception qu'en a aujourd'hui l'opinion publique, la foule, est relayée par un certain nombre des gens qui sont autour de lui, on a l'impression que voilà, oui, donc on va vers une justice d'exception qui permet d'emprisonner n'importe qui, n'importe quand en prison, qui désigne, il y a un climat aussi qui désigne. Alors il y a les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Il y a un camp, ce qu'a dit le candidat. Malheureusement, il a contesté ensuite. Il a dit on m'a mal compris. Le candidat de Nicole Pachinian aux élections municipales, Akmaroutian, qui dit il y a les blancs et les noirs et seuls les gens de contrat civil, ceux qui sont avec moi sont les blancs. Tous les restes sont les noirs, les contre-révolutionnaires, y compris des gens comme Zaroui Postandjan, Rafi Ovanessian, le ministre de la Justice Arthur Zelagnan. Alors eux, ils sont dans le camp des noirs parce qu'ils osent se présenter contre lui.
Alors, il s'est expliqué depuis. Il s'est expliqué. Il a dit qu'on l'avait mal compris, etc. Non, il a pas dit qu'il avait mal compris. Il a dit qu'on avait mal compris. Je me suis mal exprimé. Oui. Donc c'est encore plus noble de sa part de. Mais il faut faire attention là. Il faut faire attention sur ce genre de choses. Encore une fois, je pense que la vraie forme de sortie par le haut de cette question-là, effectivement, sera de dire on va reposer la question, mais puisque vous n'avez pas confiance dans les tribunaux actuels, faisons non pas une justice d'exception, mais une justice transitionnelle, une commission réconciliation et vérité. S'il y a des actes qui ont été commis qui peuvent être répréhensibles, il faut qu'on soit capable de les juger au même niveau. Oui, mais la justice transitionnelle ne comprend pas que les faits politiques, c'est aussi la justice sur tous les aspects de la vie quotidienne. Sur l'aspect économique, est tellement corrompue, s'il y a des gens qui ont subi des injustices, s'il y a des gens qui ont été spoliés économiquement, s'il y a des gens qui ont subi des brimades, etc., ils ont le droit de venir exprimer leur opinion devant cette justice transitionnelle. Alors, parlons de ces élections anticipées, Nicole Pachinian, puisqu'aujourd'hui on parle de lui, de ses idées, de son projet, de ses actions. Il a exprimé devant la foule le 17 août dernier qu'il fallait, évidemment, c'était un accord entre tous les partis, c'est pas son idée de faire des élections anticipées législatives, mais il prétend que le mode de fonctionnement actuel n'est pas bénéfique. Il comporte même des pièges parce que pour aller vers des élections anticipées, il faudra que le Premier ministre démissionne et que le Parlement désigne un nouveau Premier ministre. Non, ne puisse pas désigner un nouveau Premier ministre. Non, mais je veux dire, il a deux possibilités de désigner un Premier ministre. Au bout de deux fois tentatives, où il ne peut pas. Eh bien, il y a une autodissolution du Parlement. Et ce qu'il veut, lui, c'est une autodissolution rapide, directe, pour que le Premier ministre ne soit pas obligé de démissionner, parce qu'il craint, c'est ce qu'il a dit clairement, que les autres changent d'avis, qu'il y a un renversement de situation et qu'on désigne un autre Premier ministre et que tout le plan de Nicole Pachinian parte en vrac. Alors, il propose une réforme constitutionnelle. Est-ce que c'est admissible sur le plan, j'allais dire, de la logique démocratique? Chaque fois que ça nous arrange pas, on change de... Il a même dit que pour lui, celui qui prépare ça, c'est Robert Kotcharian. C'est-à-dire qu'il dit que on va me demander de démissionner et on va aller au Parlement, et à ce moment-là, les Républicains qui ont la majorité vont désigner Robert Kotcharian, et Robert Kotcharian va devenir Premier ministre. Pas que les Républicains, peut-être que mais en tous les cas, la FRA et le groupe de Gagik Zarougian pourraient changer d'avis. Pour l'instant, il n'y a aucun signe dans ce sens, et on peut pas faire ce genre de conjecture sur ce genre de choses. Par contre, ce qui est clair, et là je crois qu'on peut être d'accord, c'est qu'il faut des élections législatives très rapidement. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui doit être régi également un régime parlementaire et un régime d'état de droit. On ne peut pas fonctionner comme ça, et on le voit bien sur tout un certain nombre de sujets où il faudrait des lois. Le pays est bloqué parce que la majorité est pas forcément claire, et il pourra pas faire voter toutes les lois dont il a envie par un parlement qui n'est pas conforme à ce qu'il voudrait faire. Donc il faut aller vers des élections législatives anticipées, parce que dans un système, dans la démocratie, il n'y a pas meilleur système que de faire appel au peuple en lui demandant de voter. Et ce sera le résultat des élections. Alors, Toragnan, réforme ou pas réforme? La seule difficulté, c'est que c'est pas dans ses mains. Pour qu'il y ait des élections anticipées, il faut en passer par aujourd'hui par ce que vous venez de décrire, à savoir une incapacité. Bon, premièrement, il faut aller au bout du mandat, et par une incapacité du Parlement à désigner un nouveau Premier ministre. Et par deux fois, s'il n'y arrive pas, il y aura automatiquement des élections. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, de par la Constitution, il n'y a pas, personne n'a le pouvoir de pouvoir déclencher des élections anticipées. Ni le Parlement, d'où le sens. Ni le président, ni le Premier ministre. Le président avant un an. Oui. Donc on est dans un blocage là. On est dans un blocage absolument incroyable. C'est pour ça que le président, lui, à
la fin de sa première année de mandat, lui pourra dissoudre. Mais il faut que justement qu'il ait une année de mandat pour le pouvoir. Donc on est dans une situation qui est effectivement malsaine, où on a en plus Pachinian est obligé de s'appuyer à l'intérieur du Parlement, de l'Assemblée nationale, sur des forces plus ou moins, enfin qui sont venues à lui à la dernière minute qui ont pris le train en route ou qui ont été soufflés qui ont pris le vent dans le bon sens. Je pense en particulier à Arménie Prosper et au parti de Tsaroukian. Et donc très paradoxalement, il est obligé de s'appuyer à l'Assemblée nationale sur une force Arménie Prosper et sur un homme Gagik Tsaroukian qui incarne quand même le système oligarchique, pas moins que Serge Sarkissian, qui était d'ailleurs, dont cette force a été d'ailleurs instrumentalisée pendant des années par Serge Sarkissian, et qui plus est, a été créé au départ pour servir les intérêts de Robert Kotcharian, qui se pose aujourd'hui comme son principal rival. Donc, vous voyez la situation absolument impossible dans laquelle il se trouve. Et effectivement, donc les craintes sont justifiées. Donc évidemment, effectivement, je ne sais pas, parce que il y a eu quand même une intelligence politique, une sorte d'honneur à la dernière limite, et pas seulement d'opportunisme de l'Assemblée nationale à prendre en compte la réalité de la situation dans le pays, à prendre en compte l'intérêt national, à prendre en compte l'intérêt de la paix civile, et qui s'est résolu à un moment donné à changer de camp. Tous les changements de camp, les conversions qu'il y a eu dans le camp républicain qui ont rejoint Nicole Pachinian, le parti Dashnak qui collaborait également avec Serge Sarkissian, qui a décidé de soutenir Pachinian, Arménie Prosper qui a volé au secours de Pachinian. Donc il a réussi à obtenir une forme de majorité à l'Assemblée nationale, mais on sait très bien que c'est une majorité qui est de circonstance, qui n'obéit pas, qui ne résulte pas d'une vraie volonté politique, et qui est donc une majorité extrêmement bancale, sur laquelle il est extrêmement difficile de construire quelque chose de solide. Je comprends les craintes de Pachinian par rapport à cette assemblée, par rapport à ce parlement. Maintenant, est-ce qu'il faut en passer par une réforme constitutionnelle, et qui a la possibilité de changer aujourd'hui la Constitution? Est-ce que c'est un parlement mal élu? Est-ce que comment procéder à ce changement de Constitution? C'est par référendum, je crois. De manière constitutionnelle. Alors repasser par un référendum, oui. Alors peut-être là, ça serait peut-être effectivement une issue, même si à un moment donné, effectivement, je rejoins Harout pour considérer qu'on peut pas changer de constitution en permanence, et que d'ailleurs même on s'était exprimé là-dessus, moi-même je m'étais exprimé là-dessus au moment du changement de constitution pour aller vers le régime parlementaire, que pour moi le problème n'était pas celui de la constitution en tant que telle à l'époque, ou en tout cas, mais qui était celui de l'application de la constitution et de l'application des lois. Alors, parlons juste sur ce sujet-là, si on peut émettre juste un petit bémol, on a bien vu à un moment donné que lorsque il s'est posé la question de Nicole Pachinian comme Premier ministre, entre le 1er et le 8 mars, où on a revoté une deuxième fois, etc., alors que le premier a été rejeté, la mobilisation du peuple dans la rue, etc. Donc moi je pense que il y a aussi là une forme de surestimation réelle, et je pense que en fait ça doit passer par un accord, ça doit passer par quelque chose. Le Parti républicain sait très bien que si demain il mettait Robert Kotcharian comme Premier ministre à la place de Nicole Pachinian, en utilisant justement sa démission vers un vote, etc., il aurait immédiatement le lendemain le peuple dans la rue. Et là-dessus, voilà. D'ailleurs, il a brandi cette menace en disant, écoutez, évitons cela. S'il le faut, on fera une deuxième révolution. Mais donc là-dessus, il y a un jeu politique qui se met en place. Mais pour moi, cette crainte de voir quelqu'un d'autre, etc., non. Par contre, je pense qu'il ne faut pas arriver au moment de la dissolution tant qu'on n'a pas résolu un certain nombre de mécanismes du code électoral, cette fois-ci, et non pas de la Constitution, qui
font en sorte. Alors on a vu cette semaine qu'il y a eu une loi qui a pénalisé davantage l'achat les fraudes et l'achat de voix. Je pense qu'il y a aussi ce système là de préférentiel qui fait qu'on vote qu'on ne peut voter que pour les hommes forts d'un certain nombre de régions, etc. C'est pas tant à Yerevan, mais sans doute plus vrai dans les campagnes ou autres. Et donc voilà, donc qu'il puisse y avoir un accord d'union nationale sur le nouveau code électoral qui puisse se faire dans les mois qui viennent, et qu'ensuite on enclenche la procédure de mise en place de nouvelles élections législatives et de consulter de nouveau là-dessus, et qu'on le fasse dans un élément qui donne le temps à chaque parce qu'on va revenir, on a parlé de redonne politique et complète, qu'on puisse donner le temps à chaque parti politique de s'exprimer, de présenter ses propositions, etc. Sachant qu'effectivement, même dans le camp de la majorité aujourd'hui, il peut y avoir des nuances, et il faut accepter ces nuances, et que justement les gens puissent se rendre compte que sur des problèmes sociaux, on n'est plus sur des problèmes comme ça, lutte contre la corruption ou pas, mais on rentre dans des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des solutions à la vie quotidienne, des choix de société sur la place des femmes dans la société, la place de certaines minorités dans la société. Donc ces questions-là doivent être sur le champ de la bataille parlementaire. Et après, on est quand même dans un système parlementaire qui permet l'affirmation des minorités, puisqu'il faut 5% via directement ou via une coalition pour pouvoir être représenté au Parlement. Alors ça, c'est aussi en train de changer, parce qu'on passe a priori de 5% pour les partis à 4%, et pour les coalitions, les alliances, de 7 à 6%. Donc on réduit aussi les choses. Donc là-dessus, je pense qu'il faut pas avoir pour permettre aux petits partis de se représenter, avec le risque d'un éclatement malgré tout ce qu'on a dit, et je rebondis justement sur les critiques de Robert Kocharian sur la Constitution, qui sont sans doute un peu à l'origine d'un certain nombre de dissensions avec un certain nombre de partis politiques. C'est que la constitution parlementaire qui a été votée, qui a été poussée par un certain nombre par le camp là-dessus, et contre certains qui étaient, y compris Nicole Pachinian, qui étaient sceptiques vis-à-vis de cette constitution, montre un certain équilibre des forces. Je trouve, encore une fois, je l'avais dit ici, c'est que le président Armen Sarkissian, on disait, voilà, il trouve sa place, il y a un équilibre qui se fait entre le président, le Premier ministre, un répartition de rôle, et qui montre une société qui peut aller vers plus de dialogue, vers plus de concertation, une acceptation là-dessus. Et je me méfie aussi, c'est vrai, d'une certaine forme d'hégémonisme qui a l'habitude en Arménie. On a l'impression, voilà, maintenant, c'est que si on va aux élections, c'est pour assurer une victoire massive, franche, de Nicole Pachinian, et on risque de se retrouver avec une assemblée nationale où il y aurait 80% de contrats civils, et le reste qui ne représenterait quasiment rien. Si les élections sont transparentes et justes, c'est pour ça qu'il faut que les élections soient transparentes et justes, et que tout le monde puisse admettre le résultat des élections. Mais en tout cas, franchement, on a quelques espoirs que ça va se passer beaucoup plus différemment que dans les scrutins précédents. Voyons voir le temps. On peut l'espérer. Voilà. On peut juste, petite remarque, quitte à être contre le mainstream, juste pour signaler que le parti de Sarkissian n'avait pas le monopole de l'achat des voix. Bien sûr. Voilà. Alors, parlons, on a 2-3 sujets à aborder encore ensemble. Vous avez évoqué, Harut Mardirosyan, tout à l'heure, tous les aspects de la vie sociale et économique. Eh bien, on voit, même si la campagne n'a pas démarré pour les municipales de Yerevan dans 2 semaines, que ces sujets-là sont évoqués. C'est-à-dire, on remarque
même si on a quelques prémices de programme pour l'instant, on marque quand même une qualité plus élevée du débat, en tout cas du contenu des programmes, que dans les programmes précédents, où parfois on disait même qu'il n'y avait même pas de programme. Il y avait un homme qui avait une machine électorale qui avait le bulldozer qui passait. Vous me lancez sur quelque chose, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours les histoires des verres à moitié vides et à moitié pleins, etc. Effectivement, si on regarde le verre à moitié plein, on constate une amélioration, une préoccupation des attentes de la population plus importante. Dans chaque quartier, les candidats se déplacent, essayent de voir, de promettre des choses qu'ils peuvent réaliser dans chacun des endroits, etc. Et donc effectivement une meilleure qualité en tous les cas, d'explication des programmes qui sont faits. Ça, c'est ce que je dirais, ce qui émane de chacun des candidats là-dessus. Mais en même temps, excusez-moi, je constate aussi une certaine forme j'évoquais un peu tout à l'heure, de fait que les gens, et notamment sur les réseaux sociaux, on a l'impression que les gens de haine qui se développent, de camps qui se mettent les uns contre les autres, avec des utilisations de faux documents, d'anathèmes qui sont balancés sur les uns, sur les autres. Chaque déclaration est prise parfois hors de son contexte. Il y a des médias qui se sont créés, ce que j'ai appelé les médias champignons. Du jour au lendemain, on a assisté à l'émergence de dizaines de nouveaux médias dont personne ne connaît, qui n'ont pas d'audience, mais qui publient des articles comme ça, scandale, machin, un tel, ceci, cela, etc., qui accusent tout le monde et n'importe quoi, et qui sont en fait des choses dont on n'a pas envie pour la vie politique de ce pays. C'est-à-dire de dire, on n'a pas envie de devenir les États-Unis de Trump, où on balance des anathèmes sur les uns, sur les autres, on balance des fake news en permanence, et là-dessus. Donc l'Arménie ne doit pas devenir ça. Il y a une responsabilité des hommes politiques là-dessus. Oui, et puis c'est malheureusement, c'est pas propre à l'Arménie, c'est un peu les situations révolutionnaires ou post-révolutionnaires qui souvent veulent ça. C'est agite-prop, c'est malheureusement. Mais c'est beaucoup de camps en Arménie et vous avez raison de soulever cette préoccupation. C'est le prix à payer en général des situations révolutionnaires avec les coupeurs de tête qui émergent, les anathèmes, les Robespierre, les Fouquier-Tinville, etc. Tant que ça se passe sur Facebook. La terreur, la volonté dans des coups, le manichéisme, c'est un appauvrissement total du débat. Hein. Oui. Alors parlons de la lutte contre la corruption, dernier sujet, parce que Nicole Pachinian, son chef des services d'enquête et tous les responsables sécuritaires et judiciaires a annoncé que on va stopper la corruption. Nicole Pachinian l'a dit durant ce rassemblement du 17 août. Dans l'administration, dans notre équipe, vous ne trouverez pas de gens corrompus. Il l'a dit dans ses lives sur Facebook. Peuple, je ne serai pas corrompu. C'est-à-dire que de faire une telle déclaration, c'est déjà quand même assez fort. Et derrière, il faut bien entendu l'assumer. Donc, ce gouvernement se dit non corrompu. Mais qu'en est-il de l'ambiance régnante? Parce que on peut pas du jour au lendemain arrêter de gratiner ici et là. Et puis on voit aujourd'hui dans la police qu'il y a des gens dans la police de route qui veulent plus faire leur métier parce qu'avant on avait des packs chiches ici et là. Mais aujourd'hui, tout ça est arrêté. Et comment faire après? L'administration doit fonctionner. Les salaires n'augmentent pas pour l'instant. Donc, c'est pas comme en Géorgie où il y a eu un flot d'argent américain pour augmenter les salaires très rapidement. Comment faire? Alors, je dirais que d'abord, on s'est préoccupé de la corruption à un haut niveau. Et notamment le fait qu'on peut montrer aussi un peu les résultats. Enfin, ce qu'a annoncé Nicole Pachinian, c'est que les rentrées fiscales des entreprises sont bien plus importantes désormais qu'elles ne l'étaient. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre sans doute de passe-droits, de taxes qui n'étaient pas payées ou qui étaient masquées, et que
entre guillemets la peur du gendarme faisant son effet, aujourd'hui on dit avant je rentrais pas cette somme, maintenant je la rentre. Il y a eu quelques actions spectaculaires qui sont venues renforcer cet aspect contre un certain nombre de prestataires du service des douanes, contre un certain nombre de programmes et autres qui ont été mis en avant, contre alors je sais pas si on peut appeler ça de la corruption, mais en tous les cas il y a eu un certain le fonds arménien dont le directeur s'amusait à jouer avec l'argent du fonds sur des casinos, etc. Ça, c'est un cas à part, on va oui, dire. mais c'est juste pour ça que je dis c'est pas forcément de la corruption, mais en tous les cas, par exemple, à la douane que vous avez cité, paraît-il, je dis bien paraît-il, que les choses se sont bien arrangées parce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de payer en plus pour faire passer une facture ou sa marchandise. Ou en plus, ou simplement que le camion reste pendant frigorifique et donc avec de la marchandise périssable reste pendant 3 mois si on n'a pas payé à la frontière. Donc ça, c'est des choses qui effectivement qui étaient là. Donc là-dessus, maintenant en dessous, il reste un certain nombre de points qu'il va falloir lutter. Vous avez parlé, il faut distinguer 2 choses, c'est-à-dire la fraude fiscale, les gens qui n'ont pas payé leurs taxes, les entreprises, et puis il y a ceux qui ont fait, comme aujourd'hui on parle de la route nord-sud, des millions de dollars qui ont été volés. Donc ça, c'est 2 phénomènes différents. Moi, j'ai un exemple très concret qui est celui du préfet de Gerhard König, Ishran Saratelian, qui, lorsqu'il est arrivé, il a été nommé là avec le nouveau régime, et lorsqu'il est arrivé, il avait des routes à réparer parce qu'on était à la fin de l'hiver. Vous savez qu'à la fin de l'hiver, il y a des trous dans les routes, et donc il a fait un appel d'offres pour réparer les routes autour du lac Sevan, et il se trouve que il a comparé par rapport aux devis qu'obtenait son prédécesseur, les devis étaient 3 fois en moins avec lui qu'avec son prédécesseur. Et donc voilà, donc il y a effectivement donc on peut soupçonner des commissions, des rétrocommissions. On peut soupçonner des rétrocommissions. Oui, Nicole Pachignan veut combattre la corruption, acceptons-en l'augure. Mais on sait très bien que la corruption, c'est pas simplement une affaire il y a une volonté politique. La volonté politique, elle suffit pas. Il faut aussi des moyens de substitution, parce que la corruption est en soi un système économique, est en soi un marché, est en soi un système de rétribution. Donc il faut effectivement trouver, là probablement qu'il faut du temps. Il faut lui laisser quand même le temps de mettre en place un système alternatif, et donc sachant que apparemment il n'est pas, alors pour le coup, vraiment aidé par les institutions internationales censées aider à la lutte contre la corruption en général dans ses efforts. Et il a été en particulier, il a exprimé sa vive déception par rapport à la tiédeur de l'Union européenne pour aider l'Arménie à développer un système économique alternatif capable de correspondre à ses valeurs, aux valeurs de l'Union européenne et aux valeurs générales qu'on défend dans le système international, à savoir de lutte contre la corruption. L'autre difficulté, c'est que, c'est vrai qu'il y a eu quelques exemples de lutte contre, de personnalités qui ont été arrêtées du fait de leur corruption présumée, mais quand même, on est obligé de constater, sans vouloir jeter la pierre outre mesure, que ça reste pour l'instant relativement limité et circonscrit, anglais, sur le camp ou sur les personnalités proches de l'ancien régime. Les oligarques, d'une manière générale, les grands oligarques ne sont pas touchés. En particulier ceux, évidemment, dont Pachignan a besoin au Parlement pour pouvoir continuer à avoir une forme de majorité et assurer un minimum de stabilité à son nouveau pouvoir. Donc, moi, je suis désolé. C'est un peu compliqué quand même d'avoir toutes les infos. mais bon, ayons quand même un tout petit peu de lucidité là-dessus. Bon, l'affaire de Manuel Grégorian, puisque le nom est cité. Bon, effectivement, c'est son
l'attitude est extrêmement choquante. C'est déplorable, c'est pas nouveau, mais bon, c'est pas un oligarque, c'est un corrompu probablement. Sa fortune, en tout cas, ce qu'on a vu, ça, c'est des millions d'euros. 1, 2, 3, 4 millions d'euros, peut-être 5. Je sais pas. Ce n'est pas des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Les gros poissons, pour l'instant, ils sont pas touchés. Donc, voyons. Ne préjugeons pas, il faut effectivement laisser le temps. Il y a une donne politique qui fait qu'il n'a pas forcément les moyens de ses ambitions, mais en tous les cas, il y a un cap qui est donné, qui est intéressant et qui va dans le bon sens et dont on ne peut que se féliciter, sachant qu'il y a encore du travail à faire et sachant que la corruption, comme vous l'avez signalé, les Géorgiens ont pu lutter contre la corruption, pas seulement du fait de leur volonté politique, mais parce qu'ils ont bénéficié de la manne américaine à ce moment-là. Pour l'instant, la manne américaine, elle a beaucoup servi à aiguiser la conscience politique dans le pays. Disons ça comme ça, mais sur le plan du redressement économique et en tous les cas d'une capacité à proposer une alternative et une solution à la pauvreté de l'Arménie, pour l'instant le pays est malheureusement isolé. Je crois qu'une des solutions aussi à la corruption, parallèlement, c'est qu'il n'y a pas que la répression, il y a aussi la mise en place de règles de transparence, des règles d'appel d'offres, de contrats, etc. là-dessus. Et puis il y a aussi la mise en place de la concurrence, c'est-à-dire de pouvoir permettre, et c'est aussi un chantier, qui est de dire que si on veut baisser le niveau de corruption, c'est aussi de permettre à des petits acteurs de rentrer sur le marché, de pouvoir se faire leur place eux également, sans qu'ils aient de barrières à l'entrée, sans qu'ils aient de barrières de marché, etc. Et qu'aujourd'hui, alors on a parlé des bananes et le sucre, bananes et sucre, mais il y a l'essence. Mais il y a plein d'autres domaines sur lesquels aujourd'hui il y a encore des certaines formes de monopole d'importation ou dans tous les cas il y a des barrières à l'entrée. C'est une volonté du pouvoir de les enlever, etc. Je pense que ça passera là aussi sur le fait d'avoir un pays stable et modéré et là-dessus, et ça passera donc forcément par des élections. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas mis en place tout ça et qu'on pourra voter des lois, justement comme disait Ara, sans s'appuyer sur des gens qui quelque part ont bénéficié ou font là-dessus. On peut prendre aussi le modèle italien, même si c'est un modèle un peu populiste, qui désire maintenant remettre en cause les concessions accordées. Tu parlais des trafics routiers, etc. Il semblerait que avant, moi je me rappelle il y a une quinzaine d'années, c'était le flic qui nous arrêtait sur le bas de la route et qui et puis il fallait mettre un petit billet pour pouvoir éviter une amende et passer juste là-dessus. Après on a dit on va installer des caméras automatiques, des radars automatiques. Sauf que moi j'ai découvert, je ne le savais pas il y a quelques mois, que en fait on a vendu sous forme de concession la gestion et l'encaissement des amendes, c'est-à-dire que la société qui récolte les amendes paye à l'avance à l'État une certaine somme et tout ce qu'elle prendra derrière sera pour elle. Et on a assisté comme ça à la société a fait quasiment le double de chiffre d'affaires d'amende par rapport à ce qu'elle a reversé à l'État. Et il se trouve que cette concession a été accordée à un proche de l'ancien président de la République. À son frère. Alors, on a fait le tour, je crois, pour un premier bilan des 100 premiers jours, des 3 premiers mois de Nicole Pachinian au pouvoir. Nous aurons certainement l'occasion de reparler de cet homme, de son équipe, de son travail, de ses actions. On attendra les élections municipales dans 2 semaines de Yerevan, et puis le débat reste ouvert sur les élections anticipées. Moi, je voudrais juste, avant de vous donner la parole à parler Océan, rappeler que Nicole Pachinian sera à Paris la semaine prochaine, dans quelques jours, et le CCF organise le 14 septembre au pavillon Gabriel, donc un meeting, on peut l'appeler comme ça. C'est une rencontre avec la diaspora, avec les Arméniens de France, de Paris particulièrement, et il faut s'inscrire pour être présent. Absolument. Donc il y a un mail, c'est rencontre au singulier Pachinian, PASHINYAN @gmail.com, donc rencontre.pachinian@gmail.com, et puis on aura l'occasion de
de rencontrer l'homme attendu Absolument. par tous à Absolument. Paris. Et de lui poser des questions. Et, Merci à la Toragnan, merci à Harut Mardirossian, vous représentiez respectivement les Nouvelles d'Arménie Magazine et France Arménie. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir. Carte Octave. Une émission proposée par Hype et France.